J'ai reçu les papiers du divorce par email alors que j'étais encore en mission dans le désert. 13 ans de mariage résumés en une simple pièce jointe PDF. Je m'appelle Julien, j'ai 42 ans, sergent au sein du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Cela faisait 4 mois que j'étais déployé au Sahel quand Élise a décidé qu'elle en avait assez. L'objet de son email était « Soyons adultes à ce sujet ». Le message en lui-même ne comptait que 3 phrases. Elle avait déjà déposé la demande de divorce. Elle avait vidé notre compte commun. Elle avait déjà installé son nouveau compagnon, Marc, dans notre maison à Toulouse. J'ai relu l'email 2 fois, refermé mon ordinateur portable, pris une douche rapide dans les sanitaires communs, changé d'uniforme pour ma garde, et je n'ai rien dit à personne. Le soir, en revenant à mon lit de camp, j'ai répondu avec un seul mot. Compris. C'était tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de menace. Mon camarade de chambrée, Loïc, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien, mec ?» m'a-t-il demandé sans lever les yeux de son livre. « Oui, juste quelques soucis familiaux », ai-je répondu. Il a hoché la tête et nous n'en avons plus reparlé. Les militaires savent quand il vaut mieux laisser couler. La vérité, c'est que je n'étais pas surpris. 6 mois avant mon départ, des signes étaient déjà apparus. De petites choses. Élise ne me demandait plus comment s'était passée ma journée, passait de plus en plus de temps à faire des heures sup au cabinet dentaire où elle travaillait comme assistante administrative, allait 3 fois par semaine à la salle de sport, mais semblait à peine transpirer, achetait de nouveaux vêtements, évoquait de nouvelles amies que je n'ai jamais rencontrées, changeait sans cesse les mots de passe de son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée, je n'ai pas fouillé ses messages ni commencé à la suivre. Ce n'est pas mon genre. Mais je n'étais pas aveugle pour autant, alors j'ai pris discrètement mes précautions. Pas de drame, juste du bon sens. J'ai entreposé les documents importants dans un box sécurisé de l'autre côté de Toulouse, acte de naissance, de mariage, titre de propriété de notre maison, qui était à mon nom uniquement grâce à un prêt militaire, papier concernant mes avantages sociaux liés à l'armée. J'y ai aussi déposé la montre de mon grand-père et l'argenterie de ma mère. Des objets vraiment précieux pour moi. De plus, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque et j'ai commencé à y transférer une partie de mon salaire. Pas assez pour qu'elle s'en aperçoive, mais assez pour ne pas repartir de zéro si tout tournait mal. La veille de mon départ, à l'aéroport de Blagnac, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Fais attention à toi, d'accord ?» Ses yeux étaient secs, comme si elle disait adieu à un collègue et non à son mari partant pour une zone de guerre. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Mais une part de moi continuait d'espérer me tromper. Ce n'était pas le cas. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais prêt pour ce moment. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne commence jamais les conflits. Mais je sais parfaitement comment les terminer. J'ai rencontré Élise lors d'un barbecue organisé par un ami, en février 2010. J'étais rentré en permission entre 2 missions et logeais chez mon pote Bastien à Toulouse. Elle terminait alors ses études d'infirmière, mais a finalement préféré travailler comme secrétaire dans un cabinet dentaire. « Moins de stress », disait-elle. 8 mois plus tard, nous étions mariés. Élise disait toujours être fière de mon travail, même si elle ne le comprenait jamais vraiment. Son père était directeur d'agence bancaire, son frère pharmacien. Aucun militaire dans la famille. Parfois, elle me demandait quand j'allais trouver un vrai boulot, sans réaliser qu'après 15 ans, l'armée n'était plus un passage temporaire, mais bien ma carrière. En février 2014, nous avons acheté notre maison. Rien de luxueux, mais c'était à nous. 3 chambres, un petit jardin, dans un quartier tranquille. Grâce au prêt militaire, seul mon nom figurait sur le prêt hypothécaire, mais je l'ai ajouté à l'acte de propriété, parce que c'est ce que font les couples mariés.
il partage. Mon père est décédé 1 an après notre mariage, d'une crise cardiaque en déneigeant l'allée. 3 ans plus tard, ma mère est morte d'un cancer du poumon, bien qu'elle n'ait jamais fumé. Ils m'ont laissé un peu d'argent. Pas une fortune, mais assez pour rembourser la dette étudiante d'Élise et garder une petite réserve. Pendant notre mariage, j'ai été déployé 4 fois. 2 missions en Irak, 2 en Afghanistan. À chaque retour, Élise semblait plus distante, plus agitée, comme si elle jouait un rôle qui ne lui convenait plus. « Je ne me suis pas mariée pour être femme de militaire », m'a-t-elle dit un jour, lorsque j'envisageais de renouveler mon engagement. J'en ai assez d'être tout le temps seule. Je comprenais. Vraiment. Mais l'armée était le seul endroit où je me sentais chez moi. J'étais bon dans mon travail. Des gens comptaient sur moi. En février 2019, les signes ont recommencé à changer. Des petites choses, d'abord. Élise s'agaçait quand j'appelais pendant ces soirées entre filles. Elle parlait de son amie Claire, qui avait quitté son mari et vivait sa meilleure vie. Elle insinuait que nous n'avions plus grand-chose en commun. J'ai proposé une thérapie de couple. Elle a répondu que c'était juste une mauvaise passe. Puis il y a eu les longues soirées de travail, les week-ends entre copines que je n'ai jamais vues, les nouveaux vêtements, l'abonnement à une salle de sport qu'elle utilisait rarement. J'aurais dû l'affronter. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Mon père m'a appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir. Alors j'ai observé. Et je me suis préparé en silence, parce que mon instinct me disait que quelque chose allait arriver. Et dans cette vie, on apprend à écouter son instinct. 2 semaines après avoir reçu cet email de divorce, j'étais assis à la cantine lorsque mon téléphone a vibré. Une notification de notre application bancaire. Un nouveau retrait. 7 800 €. Presque tout ce qu'il nous restait. J'ai reposé ma fourchette et ouvert l'application. Le compte commun était réduit à 194,35 €. Notre compte épargne, que nous avions mis des années à constituer, soit 42 000 €, avait complètement disparu. Transféré vers un compte inconnu. Loïc, mon camarade de chambrée, m'a jeté un regard. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il en me voyant ranger mon téléphone. « Non, juste des affaires de banque », répondis-je. Ce soir-là, j'ai appelé notre banque depuis le centre d'appel de la base. Ils m'ont confirmé que Élise transférait de l'argent depuis plusieurs semaines. D'abord de petites sommes, puis de plus en plus grandes. Les gros retraits avaient commencé le lendemain de mon départ en mission. J'ai raccroché et je suis resté longtemps immobile dans le couloir, à regarder les autres soldats rire, appeler leurs enfants, leurs épouses, leurs parents, un monde normal qui continuait de tourner alors que le mien brûlait. C'est là que Loïc m'a retrouvé. « Alexis a dit que tu ressemblais à un fantôme au dîner, » dit-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» D'habitude, je n'étais pas du genre à partager ce genre de choses. Mais Loïc m'avait sauvé une fois d'une très mauvaise situation au Sahel. Je lui faisais confiance. Ma femme a vidé nos comptes et installé son mec dans notre maison, dis-je. Et la semaine dernière, elle m'a envoyé les papiers du divorce pendant que j'étais en patrouille. Loïc ne répondit pas par des banalités du style « c'est dur » ou « tu trouveras mieux ». Il demanda seulement « Quel est ton plan ?» « Je ne sais pas encore, » répondis-je. Il hocha la tête. « Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis connecté au système de sécurité de notre maison. Une chose qu'Élise avait sûrement oubliée que je pouvais contrôler à distance. Les caméras montraient une camionnette inconnue sur notre allée. Un homme que je ne connaissais pas promenait notre chien, buvait dans ma tasse de café, portait mon vieux sweatshirt de l'OM. Et là, Élise riait dans notre cuisine.
Cette cuisine que j'avais rénovée moi-même pendant ma dernière permission. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus clair. J'ai fermé mon ordinateur, pris mon téléphone et commencé à dresser une liste. Appeler Thomas, un ancien frère d'armes devenu avocat. Vérifier les conditions du prêt militaire. Contacter l'adjudant pour demander un congé exceptionnel. Examiner les documents de la renégociation du prêt que Élise avait négligemment mentionné l'an dernier. Vérifier la sécurité de mes comptes de retraite militaire. Je ne ressentais plus de tristesse, même plus de colère, juste une concentration totale, comme si je planifiais une opération. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était devenu une question de stratégie. À 5 heures du matin, avant le début de mon service, j'ai envoyé un email à Thomas avec pour objet « Besoin urgent d'assistance juridique, discret ». Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Appelle-moi ». Mais uniquement via une ligne sécurisée. Après avoir raccroché, je savais exactement ce que je devais faire. Pas d'engueulade, pas de menaces, même pas de confrontation. Je n'avais qu'à attendre, observer et laisser ses propres actes creuser sa tombe. 2 mois plus tard, je remettais les pieds sur le sol français. Je n'avais pas prévenu Élise de mon retour. Pas d'appel, pas de message. Je suis descendu dans un petit motel en plein centre de Toulouse, sous un faux nom, et j'ai contacté Thomas. Nous nous sommes retrouvés dans un relais routier à une dizaine de kilomètres de la ville. « T'as l'air d'avoir été renversé par un camion », dit-il en glissant dans la banquette. « C'est exactement ce que je ressens », répondis-je. Thomas me tendit une chemise épaisse. « Voici tout ce dont nous avons parlé. Acte de propriété, documents de prêt, relevé bancaire. Et ceci. » Il sortit une feuille séparée. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en épluchant tes finances. C'était une demande de renégociation hypothécaire, portant ma signature. Sauf que ce n'était pas vraiment ma signature. Quelqu'un avait essayé de la copier, mais de petits détails trahissaient la supercherie. La deuxième initiale était incorrecte, et le style d'écriture ne correspondait pas. « C'est Élise qui a fait ça ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Thomas acquiesça. « Il y a 3 mois. Elle a utilisé la valeur acquise sur la maison pour retirer 27 000 €. Comme le prêt était uniquement à ton nom, ta signature était indispensable. Falsifier ma signature, contracter un nouveau prêt sur notre maison, vider nos comptes puis disparaître, dis-je. Elle n'a pas chômé. Ce n'est pas tout, ajouta Thomas. Elle a inscrit son compagnon comme co-emprunteur. Et ce type a un casier judiciaire, 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse et une affaire de fraude en 2019. Je pris une profonde inspiration. Quelles sont mes options ? Plusieurs, répondit Thomas. Mais d'abord, tu dois décider ce que tu veux. Je pris quelques instants pour réfléchir. Je veux récupérer tout ce qui est légalement à moi, et je veux qu'elle assume les conséquences. Thomas sourit. Alors, on va s'en occuper. Le lendemain, je suis passé devant notre maison. La camionnette du nouveau compagnon avait disparu, mais la voiture d'Élise était toujours garée devant. Je me suis garé plus loin dans la rue et j'ai observé longtemps, hésitant à sonner et à la confronter. Mais ce n'était pas le plan. Au lieu de cela, je suis allé directement à la banque. J'ai demandé à voir le conseiller qui avait traité la renégociation du prêt. Je lui ai montré ma carte militaire, ma vraie signature sur mon permis de conduire, ainsi que les documents falsifiés. Son visage est devenu livide. « Je dois signaler ça immédiatement, » dit-il. « Je comprends, » répondis-je calmement. « J'ai déjà déposé une plainte auprès de la police. » Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Élise. « Avec qui as-tu parlé à la banque ? Marc dit que quelqu'un pose des questions. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis allé à la mairie de Toulouse
et j'ai déposé une opposition officielle contre la renégociation pour motif de fraude. J'ai aussi fait enregistrer une interdiction de toute modification concernant la propriété sans mon accord écrit. 2 jours plus tard, Élise m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. « Julien, il faut qu'on parle. La banque a appelé à propos de la maison. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Si c'est pour parler du divorce, nous pouvons le faire en adulte. » Les mêmes mots qu'elle avait utilisés dans son email. Je n'ai toujours pas répondu. Ce même après-midi, Thomas m'a appelé. Les fonds issus de la renégociation ont été gelés, annonça-t-il. Et il y a autre chose. Le compagnon de ta femme, il roulait bien avec ta voiture, non ? Celle qui est à ton nom ? Oui. Il a été arrêté ce matin, conduite avec permis suspendu à cause de ses précédentes infractions pour alcoolémie. Le véhicule a été saisi, ajouta Thomas. Parfait, dis-je simplement. On a aussi trouvé quelque chose d'intéressant dans la voiture, des carnets d'ordonnances provenant du cabinet dentaire où travaille Élise, et ils ne sont pas vierges. Je fermai les yeux. Elle a volé des carnets d'ordonnances ? Demandai-je. C'est ce qu'il semble, répondit Thomas. La police mène l'enquête. J'ai raccroché, puis je me suis assis au bord du lit de mon motel. L'affaire devenait bien plus grosse que je ne l'avais anticipé. Une partie de moi voulait appeler Élise, la prévenir. Vieille habitude. Mais je me suis souvenu des images des caméras de surveillance. Ma maison, mon chien, ma vie entière offerte comme si elle n'avait jamais compté. Non, j'avais fait mon choix. Et je ne voulais pas revenir en arrière. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec l'enquêteur spécialisé dans les fraudes bancaires. Un petit homme du nom de Moreau, avec des yeux fatigués et une tache de café sur sa cravate. Ce genre de choses arrive plus souvent que vous ne l'imaginez, dit-il en étalant des documents sur son bureau. L'un des partenaires part en mission et l'autre saisit l'occasion. « Et maintenant, que se passe-t-il » demandai-je. « Nous avons gelé les fonds issus de la fraude, mais il y a un problème. Une partie a déjà disparu. Combien ? Environ la moitié. À peu près 13 500 €. Je me penchai en avant. Où est passé cet argent ? Moreau hésita. Je ne suis pas censé vous divulguer cette information. C'est ma maison, mon identité falsifiée, mon argent volé. Il hocha lentement la tête, puis tourna son écran vers moi. Voici la liste des virements effectués à partir du compte de renégociation. Je parcourus rapidement la liste. Plusieurs virements avaient été faits à quelqu'un nommé Daniel Vasseur. Pas Marc, mais un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. « Qui est Daniel Vasseur ?» demandai-je. Moreau haussa les épaules. « Pas de mon ressort, mais ton avocat pourra obtenir ces informations. » Dès que j'ai quitté la banque, j'ai appelé Thomas. « Daniel Vasseur, » répéta-t-il. « Laisse-moi chercher. » 1 heure plus tard, il me rappelait. Je l'ai trouvé. Daniel Vasseur est agent immobilier, spécialisé dans les ventes rapides et les transactions en cash. Elle comptait vendre notre maison, dis-je. Le choc me frappa comme un coup de poing à l'estomac. C'est probable, confirma Thomas. Les acomptes étaient sans doute destinés à enclencher la vente. Mais il y a encore mieux, poursuivit-il. Vasseur a déjà travaillé avec Marc Leclerc. Marc, le compagnon d'Élise ? Oui. Ils ont conclu 3 ventes ensemble ces 2 dernières années. Je me suis assis sur un banc dans un petit parc pour digérer la nouvelle. Donc ce n'était pas seulement Élise qui me quittait pour un autre homme. Qu'est-ce que c'était alors ? Une opération planifiée ? Peut-être, répondit prudemment Thomas. J'ai creusé un peu plus sur Marc, continua-t-il. Il a un schéma. Il cible des femmes en instance de divorce ou dont le mari est en mission. 3 cas recensés.
À chaque fois, la maison est vendue bien en dessous de sa valeur réelle à un client de Vasseur. Marc touche une commission, puis disparaît. « Et Élise » demandai-je. Était-elle complice? Difficile à dire. Peut-être était-elle aussi une victime, ou alors elle savait. Je me suis frotté le visage, épuisé. Ce n'était plus seulement une trahison personnelle. C'était quelque chose de plus vaste, de plus organisé. D'autres familles militaires étaient tombées dans le même piège. « Que fait-on maintenant » demandai-je. « J'ai déjà contacté le PNF, Parquet national financier, répondit Thomas. Cela dépasse les frontières locales. Il y a implication de militaires et de prêts frauduleux. Ils sont très intéressés. Ce soir-là, assis sur le lit de mon motel avec une bière tiède à la main, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Élise m'avait-elle trompé pendant toutes ces années? Ou avait-elle été emportée dans l'escroquerie de Marc? À ce stade, est-ce que cela changeait vraiment quelque chose? Mon téléphone vibra. Un message d'Élise. « Julien, s'il te plaît, appelle-moi. La banque parle de fraude. Marc a été arrêté parce qu'il conduisait ta voiture. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. » Je regardais longtemps l'écran avant de répondre. J'écrivis simplement. « Qui est Daniel Vasseur ?» 3 points apparurent. Elle tapait, s'arrêtait, recommençait. Finalement, elle envoya « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Je répliquais « 13 500 €, plusieurs virements. » « Vente de la maison ?» 10 minutes de silence. Puis « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'éteignis mon téléphone et je dormis profondément pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, Thomas m'appela. « Le PNF veut te rencontrer, » dit-il. « Ils enquêtent sur Marc et Vasseur depuis des mois. Ton dossier pourrait être celui qui fait tout tomber. » Pour la première fois depuis que j'avais reçu cet email de divorce depuis le désert du Sahel, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Pas parce que mon mariage était terminé, mais parce que la vérité, enfin, commençait à éclater. J'ai rencontré les agents du PNF dans leur bureau à Toulouse, l'agent Baccar et l'agent Dumont. Ils ont enregistré ma déposition et fait des copies de tous les documents que Thomas et moi avions rassemblés. « Votre dossier nous aide à démontrer un schéma récurrent », expliqua l'agent Baccar. « Cela prouve l'intention et l'organisation derrière les faits, ce qui permet de qualifier cela de conspiration plutôt que d'incident isolé. »« Et Élise ?» demandai-je. « Ma femme. Ex-femme. » Les agents échangèrent un regard. « Nous sommes en train d'évaluer son niveau d'implication, » dit prudemment Dumont. « A-t-elle déjà parlé de difficultés financières? De pression pour vendre la maison? » Je fouillais ma mémoire. Elle disait souvent que nous étions prisonniers de notre maison et qu'il faudrait déménager dans plus petit, mais pour moi, notre prêt immobilier était parfaitement gérable avec mon salaire. Baccar prit des notes. « Depuis quand ?» demanda-t-il. « Depuis environ 6 mois, à peu près l'époque où elle a dû rencontrer Marc. » « Et concernant la renégociation du prêt ?» questionna Dumont. « Jamais évoqué avec moi. Elle a falsifié ma signature pendant que j'étais déployé. » Ils continuèrent à poser des questions et à noter mes réponses. À la fin de l'entretien, Baccar me tendit sa carte. « Nous restons en contact. En attendant, évitez toute confrontation. Nous devons construire le dossier avec soin. » Je hochai la tête. « Compris. » Ce soir-là, je suis retourné dans notre ancien quartier, garé un peu plus loin. La camionnette de Marc était de retour dans l'allée, visiblement sortie du dépôt de police. La voiture d'Élise, en revanche, était absente. Mon téléphone vibra. Un message d'Élise. « Il faut qu'on parle en face à face. Rejoins-moi demain au parc de la Prairie des Filtres. » Le lendemain matin, au petit déjeuner, je montrai le message à Thomas. « Ne va pas à ce rendez-vous, » conseilla Thomas. « Rien de bon ne peut sortir d'une rencontre maintenant. » « Je n'avais pas l'intention d'y aller, » répondis-je.
mais je veux savoir ce qu'elle fera aujourd'hui, croyant que je viendrai. » À 9h30, nous étions garés de l'autre côté de la rue, face à la maison. À 9h45, Élise sortit, monta dans sa voiture et prit la direction du parc. « Et maintenant ?» demanda Thomas. « Maintenant, on attend, » dis-je. 20 minutes plus tard, une voiture avec le logo d'une agence immobilière sur la portière, celle de Daniel Vasseur, s'arrêta devant la maison. Marc sortit pour l'accueillir. Ils discutèrent brièvement sur l'allée avant d'entrer. « On les suit ?» demanda Thomas. Je secouai la tête. « Pas la peine. J'ai installé des caméras de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur l'an dernier. Tout est sauvegardé dans le cloud. » Thomas eut un sourire en coin. « Tu aurais pu le mentionner plus tôt. » « L'occasion ne s'était jamais présentée, » répondis-je en sortant mon téléphone. J'ouvris l'application de sécurité et tournai l'écran pour que Thomas puisse voir. Vasseur et Marc étaient dans notre salon. Vasseur prenait des photos et Marc montrait différents éléments de la maison. J'augmentais le volume. « Mise sur le marché d'ici la fin de la semaine, » disait Vasseur. « J'ai déjà un acheteur intéressé. Vente cash, comme toujours. »« Combien ?» demanda Marc. « 400 000 €. On affichera à 450 000. Ils proposeront 400. Tout le monde sera content. »« Et le mari ?» demanda Marc. « Élise dit qu'il fait des histoires. » Vasseur balaya la remarque d'un geste. « Les militaires sont tous pareils. Ils râlent un peu, mais avec leurs affectations et leurs absences, ils finissent par disparaître. »« Il acceptera un arrangement, » ajouta Vasseur en riant. Je regardais Thomas. « Tu enregistres tout ça ?» Il hochait déjà la tête, capturant le flux en direct sur son téléphone. J'envoyais immédiatement le lien d'accès des caméras à l'agent Baccar, accompagné d'un simple message. « C'est en train de se passer. » 30 minutes plus tard, toute la rue était envahie de véhicules officiels du PNF. Depuis un coin discret, je regardais les agents menotter Vasseur et Marc. Mon téléphone sonna. C'était l'agent Baccar. « On les a sur bande, en train de discuter du plan de fraude, » dit-elle. « Conspiration, escroquerie, tentative de vente sous de faux prétextes. Nous aurons besoin de votre déclaration officielle. »« Bien entendu, » répondis-je. « Et Monsieur Lefebvre, » ajouta-t-elle, « votre ex-femme est arrivée sur place. Elle est bouleversée. » Je baissai les yeux vers le bout de la rue. Élise était là, debout sur la pelouse, les mains devant la bouche, tandis que des agents sortaient des cartons remplis de documents de la maison. « Qu'est-ce qu'il va lui arriver ?» demandai-je. « Cela dépend, » dit Baccar, « de ce qu'elle savait et de ce que vous voulez. » Je regardais longuement Élise. 13 ans de mariage, de bons débuts avant que tout ne se délite. « Je veux simplement ce qui est juste, » dis-je finalement. La procédure judiciaire avança rapidement. Marc et Vasseur conclurent un accord, dénonçant d'autres complices dans une vaste escroquerie s'étendant sur 3 départements. Élise continua d'affirmer qu'elle ignorait tout du plan global. Elle déclara que Marc lui avait fait croire que je cachais de l'argent pour la laisser sans ressources, et que c'était lui qui avait proposé la renégociation. Qu'elle s'était laissée embarquer. Peut-être disait-elle la vérité, peut-être pas. En tout cas, elle accepta une transaction. Remboursement intégral des fonds volés. Renonciation à toute réclamation sur la maison et sur ma pension militaire. Confession écrite concernant la falsification de signatures. En échange, je ne déposai pas de plainte pénale contre elle. Le divorce fut officiellement prononcé 6 mois après ce funeste email reçu dans le désert. Pas de faute reconnue, une séparation nette, au vu de tout ce qui s'était passé. Le jour où les derniers papiers furent signés, je reçus un appel de l'agent Baccar. Marc Leclerc a été condamné aujourd'hui. 8 ans pour fraude, conspiration et usurpation d'identité. Vasseur a écopé de 12 ans. Je pensais que vous aimeriez le savoir.
Merci, dis-je. Et encore une chose, ajouta-t-elle. Nous avons trouvé des preuves qu'ils avaient tenté ce coup auprès de 11 autres familles de militaires. Votre dossier a été la pièce clé pour démontrer le schéma. Grâce à vous, ces familles vont peut-être récupérer leur argent. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur la véranda de mon petit appartement en location, regardant le soleil se coucher, pensant à tous ces hommes envoyés à l'étranger, croyant leur foyer et leur mariage en sécurité, pour ne retrouver à leur retour que le vide. Je n'avais jamais voulu être celui qui ferait tomber l'opération de Marc et Vasseur. Je voulais juste récupérer ce qui m'appartenait. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Mon téléphone vibra. Un message d'Élise. Je n'ai jamais voulu que cela finisse ainsi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus y vivre. Trop de souvenirs, trop de trahisons enfermées dans ces murs. J'ai utilisé l'argent pour acheter une petite cabane à l'extérieur de Carcassonne. 2 chambres, 4 hectares de terrain, un ruisseau qui longeait la propriété. Pas de voisins à l'horizon. J'ai pris ma retraite anticipée de l'armée de terre. 20 ans de service, c'était suffisant. J'avais donné assez. J'ai adopté un chien, un berger allemand que j'ai nommé Scout. Je me suis lancé dans la menuiserie pour les habitants des environs. Rien d'extraordinaire, mais cela gardait mes mains occupées et suffisait à payer les factures. Ma pension militaire couvrait le reste. Parfois, je pensais à Élise, où elle avait pu atterrir. Thomas avait entendu dire qu'elle était retournée dans sa ville natale en Normandie, travaillant de nouveau dans un cabinet dentaire, essayant de reconstruire sa vie, je suppose. Je ne la haïssais plus. En réalité, je ne ressentais plus grand-chose pour elle. Elle avait fait ses choix. Moi aussi. Un soir, j'ai reçu une lettre d'une femme de Brest. Son mari était dans la Marine nationale, en mission, quand Marc et Vasseur avaient essayé de l'escroquer, elle aussi. Le PNF lui avait donné mon nom dans le cadre de l'affaire. « Vous ne me connaissez pas », écrivait-elle, « mais vous avez sauvé notre maison. Merci d'avoir continué à vous battre alors qu'il aurait été plus facile de tout laisser tomber. » J'ai lu cette lettre 2 fois, puis je l'ai épinglée sur mon réfrigérateur. Certains jours, quand le silence devenait trop lourd ou que les souvenirs revenaient trop vifs, je levais les yeux vers cette lettre. Et je me rappelais qu'il était sorti quelque chose de bon de tout cela. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que Marc était toujours en prison. Vasseur aussi. Pour une fois, le système avait fonctionné. Et moi? J'ai trouvé ma voie. Un jour silencieux après l'autre, à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne pourrait pas être volé, falsifié ou trahi, quelque chose qui serait entièrement à moi.